parce qu'il y a eu un événement géopolitique, une petite guerre, quoi, pas loin. Laquelle? Ben, Ukraine. on a voulu faire une belle levée de fonds à un moment, et les investisseurs se sont retirés au dernier moment, et du coup tout s'est gelé, sauf que j'avais trop misé sur mais c'était un gros stress parce qu'il faut soit rechercher d'autres investisseurs, mais c'est très compliqué, soit changer de stratégie. L'ambiance là, c'est plus de lever des millions et des millions, l'ambiance c'est la rentabilité. Eh bien, allons faire de la rentabilité. Notre équipe, tous les mois, connaît l'évolution du cash, connaît l'évolution de la stratégie. C'est pas un risque, ça? Non. Je sais pas vous, mais moi j'ai toujours été fasciné par les entrepreneurs. J'ai une idée dans ma tête, je la mets en œuvre et je la mets en développement pour faire de la croissance. Voilà, partir de rien, from scratch, et développer une entreprise à plusieurs millions d'euros. Quelles sont les problématiques rencontrées, comment scaler, comment mettre de la croissance. J'ai posé toutes ces questions à mon invité du jour, Alexandre Bonetti. Une entreprise à forte croissance, simple et beau, une start-up comme on dit. Et ben comment il a fait pour développer lui-même son propre mindset et tout développer l'écosystème autour de ça. C'est les questions que je vais poser dans ce podcast. J'espère qu'il vous ravira. Au passage, Alexandre me pose une question à la fin. Cyril, comment font les sportifs de haut niveau pour aussi maintenir leur niveau d'énergie? Parce que ça, c'est une problématique dans le monde de l'entrepreneuriat. Souvent, on s'oublie, on perd le fil sur l'optimisation de sa santé. Et bien justement, si vous les sportifs voulez partager des choses avec les entrepreneurs et que les entrepreneurs veulent partager des choses avec les sportifs, cet épisode est fait pour vous. J'ai le plaisir d'être accueilli aujourd'hui chez Simple et Beau par son PDG, l'un de ses membres fondateurs, Alexandre Bonetti, qui n'est pas que le PDG de Simple et Beau, qui est aussi un ami, qui est aussi une personne qui me fait confiance depuis maintenant un certain nombre d'années. Il pourrait dire vice-versa. Bon, Alex, quand on a dit ça, je mets un peu d'émotion, mais comment tu vas? Super bien. Ouais, super bien. Ça fait combien de temps que tu t'es lancé dans ce projet Simple et Beau, d'ailleurs? Bah, ça fait 10 ans. 10 ans? Ouais, ça fait 10 ans que je me suis lancé dans l'entrepreneuriat. Et puis un start-upper, t'es un papy entrepreneur. Je suis un papy. Mais il faut savoir qu'au début, c'était pas Simple et Beau. C'était un autre projet qui allait dans le mur. Et Simple et Beau, c'est un pivot, comme on dit dans le marché. Donc, c'est un second projet. Mais l'entrepreneuriat, ça fait 10 ans. Ouais. 10 ans d'entrepreneuriat. Du sport aussi. Tu diras, ouais, mais pas trop, parce que déjà, ma vie, c'est du sport, sans trop en faire. Mais ce qui t'anime quand même, et c'est ce qui t'a amené à moi aussi, c'était justement cet esprit du sportif, de l'athlète. Parce que, comme disait d'ailleurs une soirée hier, un de nos associés, à Sarah et à moi, qui est avec moi aujourd'hui, je suis content, il y a Sarah Ramon qui prendra pas le micro, mais si tu as des questions, évidemment, t'hésites pas à me faire, tiens, il y a une question, j'ai rien à poser à Alexandre. T'hésites vraiment pas. Et puis, vas-y, tu peux parler, même si on n'entendra pas bien. Parce qu'en fait, Alex, tu as cet esprit sportif. Et donc, celui qui dit ça hier, c'est Fabien Gillot, un de nos associés. On est tous les trois, d'ailleurs, ici autour de cette table, associés champion de ma vie. Fabien en fait partie. Et Fabien disait, mais moi, je suis entrepreneur aujourd'hui. Et l'entrepreneur, c'est un sportif chaque jour. C'est du sport chaque jour. C'est un athlète de haute performance. Est-ce que tu partages cette sensation, toi, cette émotion, une sensation, une émotion, ce fait? Ouais, totalement. Ouais. Totalement. Sur plusieurs axes, d'ailleurs. Ouais. Premier, c'est l'esprit de conquête. Ouais. Deuxième, c'est quelque part le perfectionnisme. C'est-à-dire que j'imagine que je ne suis pas sportif de haut niveau, mais j'imagine que la répétition du geste simple, quasiment à l'infini, permet l'excellence. Et je pense que l'entrepreneur qui réussit, justement, il ne se disperse pas. Il fait peu de choses extrêmement bien, avec passion. Ça, c'est le deuxième point parallèle entre les deux. Et je trouve que le troisième parallèle, c'est qu'un sportif seul ne peut pas faire grand-chose. Il a besoin d'une équipe, d'un staff, de compétences et de mindset autour de lui. Et je suis convaincu que l'entrepreneur, c'est exactement ça. Il a besoin de compétences et de mindset autour de lui pour prendre du plaisir. Tu dis pas des hard skills et des soft skills, tu dis des compétences et des mindsets. Ouais. Mais c'est la même idée. Ouais. Non, mais c'est bien parce qu'on entend tellement ça, c'est dans le monde corporate aujourd'hui, il y a les hard skills, les soft skills, et toi tu dis le mindset. C'est quoi le mindset de l'entrepreneur? Là, tu l'as décrit, finalement, tu as parlé d'esprit de conquête, de perfectionnisme, tu as mis la passion d'ailleurs avec le perfectionnisme, tu parles du staff. C'est quoi ton mindset à toi, Alexandre? T'as quel âge? J'ai 35 ans. T'as 35 ans. Tiens, si on fait la photo d'Alex aujourd'hui, tu peux nous faire un peu la photo d'Alexandre Bonetti? Bah, bien sûr. Donc, Alexandre, il a 35 ans.
Il est papa de 2 enfants. Mhm. Il est marié avec une femme incroyable, légèrement hyperactive. Salut Marie. Voilà. Il est passionné par l'entrepreneuriat au sens large. Mhm. Je pense que Simple et Beau, c'est une façon d'exprimer ça, mais ça va me suivre au long de ma vie. Mhm. Il y a d'autres projets d'ailleurs que Simple et Beau dans ma vie, en lien avec l'entrepreneuriat. Et je pense que je suis... là, c'est un portrait assez amélioratif, mais je pense qu'il faut aussi avoir conscience de ses vulnérabilités. Je pense que je suis peut-être parfois trop engagé, trop diversifié dans ce que je fais. J'ai besoin de toujours bouger, faire plein de choses qui m'empêchent parfois d'aller encore plus loin sur des projets. C'est pour ça que je te disais tout à l'heure que mon enjeu du moment, c'est de savoir à quoi renoncer pour faire quelque chose de grand. On va explorer ce sujet-là du renoncement, parce que le renoncement, c'est peut-être péjoratif dit comme ça, mais il semblerait que ce soit aussi une qualité. Si on arrive à renoncer, comme je vais le dire comme ça nous apporte quoi? De la légèreté, la capacité d'être plus focus. Pour toi, c'est quoi les bénéfices de savoir renoncer ou abandonner quelque chose? Je pense que renoncer, ça implique, ça permet d'accéder à de la simplicité, des problèmes à résoudre, et donc à l'excellence derrière. Pour une entreprise, typiquement, c'est renoncer à certains clients, renoncer à certains canaux d'acquisition, renoncer à certaines stratégies qui ont l'air plutôt excitantes pour se concentrer sur ce qu'on fait de mieux et le faire à grande échelle. Pour moi, c'est ça une bonne stratégie. Et l'opposé, c'est ce qu'on appelle la dispersion stratégique. Dispersion, ouais, c'est peut-être, on pourrait dire diversification, et ça serait positif, mais tu dis la dispersion. C'est-à-dire, et j'étais beaucoup comme ça, je le suis de moins en moins, mais c'est la dispersion stratégique, c'est je suis entrepreneur, et j'ai des gens qui me demandent des choses, du coup je dis oui, parce que je peux pas dire non à des ventes, je peux pas dire non à des opportunités. Et certains appellent ça de l'opportunisme, moi j'appelle ça plutôt le fait de se disperser. Et ça, c'est une de mes grandes convictions. Et on le matérialise, par exemple, chez Simple et Beau, en ne faisant que des sites vitrines, par exemple, et pas de sites e-commerce. C'est un choix fort de renoncement, et qui fait qu'on est, je pense, excellent aujourd'hui sur ce qu'on fait, parce qu'on fait peu de choses. Et le sportif, je pense que c'est pareil. On ne peut pas faire 15 sports parfaitement bien, on ne peut pas avoir 15 atouts. Voilà, c'est un parallèle. Tu fais bien de regarder Sarah, parce que donc hier soir, il y avait Fabien Gilleux qui intervenait et qui parlait de sa carrière, et on faisait justement avec Thierry Pic, il interviewait les succès, qu'est-ce qui amène au succès. Mais à un moment donné aussi, il y a une sorte de plafond. Tu as parlé de pivot tout à l'heure. Pour le sportif, c'était plus qu'un pivot, c'était vraiment une descente. Et face à cette descente, qu'est-ce qu'on en tire comme enseignement qui permettent après de rebondir, de retrouver de l'adversité, de l'engagement, de l'envie. Et il y avait Sarah qui témoignait. Donc Sarah, si tu veux compléter, évidemment, t'hésites pas. Mais ce qui était intéressant dans le parcours de Sarah et de Fabien, et on l'a bien... Et d'ailleurs, c'était intéressant, ce qui était marrant d'observer, quand j'observais, c'était Sarah qui parlait, et je voyais Fabien qui écoutait, et d'un seul coup, je voyais des warnings. Il y avait des warnings dans son regard, et tu sentais qu'il faisait les parallèles ou les convergences entre le parcours d'une boxeuse et lui en tant que nageur, et même en tant que capitaine, et notamment un point fort qui était, et c'est là-dessus que je vais peut-être remettre le lien avec le renoncement, c'est cette capacité à faire même différemment. Toi, en fait, des fois, tu te plantes un petit peu, tu n'es plus toujours dans la ligne ou dans la mouvance un petit peu d'une fédé, d'une asso, d'une convention, d'une doxa, etc. Et là, tu te retrouves un peu seul des fois, surtout quand tu te plantes. Et là, c'est ce qu'on a... Moi, j'ai vraiment apprécié, le mot est très très faible, c'est ce point de leur parcours, parce qu'en fait, on a Sarah qui accède aux Jeux Olympiques en 2016, alors qu'elle était seule et qu'elle fait tout différemment, autrement. Et Fabien, pareil, ou après 2008, où ils se font battre par les Américains sur le relais, aux Jeux Olympiques, et ils perdent de 8 centièmes, alors qu'ils étaient favoris, ils avaient pété le record du monde juste avant. Et là, en fait, il y a une remise en question totale, en fait. Et est-ce que ce serait pas ça, finalement, un peu pour prendre ma question de ton mindset ou du mindset de l'entrepreneur, cette capacité à parfois avoir ses propres convictions, à faire selon ce qu'on sent, son intuition, et de se dire c'est là que je suis bien, je dois retrouver mon propre plaisir, je dois trouver mon propre équilibre, comme disait Sarah aussi hier, et
Moi, je trouvais ça tellement fascinant. Et de voir qu'après, tu vois, les gens, en plus, parfois, vont te faire douter encore plus. Toi, tu as fait un truc un peu différent. Et là, tu te sens vraiment seul. En plus, tu as les critiques, les contrariétés, la presse qui est contre toi des fois, ce qui était le cas de l'équipe avec Fabien. L'équipe les avait vraiment enfoncés plus bas que terre. Et là, ce qu'on sent aussi, c'est dans ce moment-là, un peu plus encore plus d'envie, pour pas dire de la colère, de la rage, c'est des mots que j'ai entendus hier, et ces émotions, tu vois, un petit peu dark, qui amènent à aller reconquérir ou conquérir ou aller encore plus loin. Toi, par rapport à ce que je te dis, est-ce que tu as ressenti ces différentes étapes dans ta carrière d'entrepreneur, dans la croissance de ton entreprise, et toi, est-ce que tu t'es senti seul par moment? C'est sûr que ce que j'entends dans ce que tu dis, c'est quelque part le moteur, quel esprit de revanche, quelque part. Et nous, c'est vrai que quand on s'est lancé, avec mes chers associés, Tu peux les nommer. Jérémy, Romain, on s'est beaucoup moqué de nous. Qu'est-ce qu'on vous a dit? On nous a dit, déjà, on sort d'une école d'ingénieurs de bon calibre. Ouais. Et notre directeur d'études nous a dit, mais Alexandre, vous allez quand même pas créer des sites internet. Vous êtes ingénieur qui sort de notre école. Centrale Supélec, vous n'allez pas créer des sites internet. Allez faire de la recherche, allez faire de l'innovation, allez construire des fusées, allez faire ce que vous voulez, mais vous n'allez pas créer des sites internet. Ne me dites pas ça. Voilà. Ça, j'avais même pas lancé le projet. Ensuite, ça va être les copains. Les copains, quand ça fait 2 ans qu'on se paye pas, parce qu'au début, c'est dur. Parce qu'il y a une courbe de progression qui est très plate au début, un peu comme dans le sport, j'imagine. Il faut bosser, et puis au bout d'un moment, il y a l'effet cumulé qui commence à décoller, mais avant, il n'y a pas grand-chose. Tu parles comme Fabien, non, pour les mêmes termes, l'effet cumulé, il a dit ça hier, le mindset de l'entrepreneur. Et ça, oui, au début, les copains qui commencent leur carrière et qui gagnent beaucoup d'argent, qui peuvent acheter leur appartement, qui peuvent se payer des vacances. Et nous, on est là à essayer je me souviens, on essayait même d'offrir notre service gratuitement. On n'arrivait même pas à convaincre des gens d'y souscrire gratuitement. Et je me souviens de phrases, de punch-phrases que m'ont sorti mes potes. Par exemple, mais qui m'aiment beaucoup. C'était même pas bienveillant. Mais c'était plus du style, bon Alex, t'es à combien là? 2 sites? 3 sites? On en est où? Sauf qu'ils savent pas qu'on bosse de 8h à minuit et que ça touche énormément. Sur le coup, ils s'en rendent pas compte. Mais ça éveille effectivement un esprit de revanche. Je te rappelle d'un moment comme ça, justement, avec l'effet de la fatigue, et puis peut-être un peu dans le doute aussi, et puis t'as un pote qui te sort la phrase qui t'a tué, quoi. Et sur le coup, quoi. Mais du travail le lendemain, la rage encore plus forte. En vrai, non. Moi, tout de suite, je me suis dit, je vais montrer. J'ai pas eu ce blues. Ou alors ça dure 2 secondes, quoi. À chaque fois que tu avais un pic, tout de suite, c'est bim, je vais lui montrer, quoi. Déjà, est-ce qu'il a pas raison? Parce qu'il faudrait quand même être humble dans la démarche. Donc c'est pourquoi il dit ça. Qu'est-ce qu'il fait dire ça? C'est quoi son moteur pour me dire ça? Et est-ce qu'il a pas raison? Et donc là, moi, je suis plus rationnel que émotionnel au début. Voilà, donc c'est mon cerveau rationnel qui commence à analyser le truc. Et une fois que je suis convaincu qu'il a tort, là, l'émotion reprend le relais et j'ouvre les vannes de l'esprit de conquête. Et quelque part, je me dis, si c'est effectivement, si on me moque, c'est que je fais quelque chose d'innovant. Si je fais qu'un truc que tout le monde pourrait faire, je sortirai jamais du lot. Donc ça me confortait. La famille. La famille aussi. La famille aussi. Alors, ils ont peut-être eu peur pour toi aussi, non? Oui, alors moi, ma famille m'a énormément soutenu. Mais quand même. Mais t'as quand même des petites phrases. Du type du style... T'es sûr? Mais attends, t'as pas fait tant d'études pour faire ça? Ou tu pourrais être peinard dans un grand groupe? Pourquoi tu t'infliges ça? Pourquoi tu t'infliges ça? Parce que du coup, ils se projettent eux-mêmes, en fait. Mais moi, j'avais envie de dire, mais pourquoi vous êtes infligé de bosser dans un grand groupe? C'était plutôt ça, moi, ma réponse. T'es quelqu'un de poli, tu réponds gentiment, ou des fois tu t'es énervé quand même? Parce que, moi, je me revois moi dans ces situations-là, j'ai pas toujours été tendre, quoi. Non, un peu, franchement, moi, j'intériorise. C'est d'ailleurs un défaut, je pense, mais... J'aimerais bien, moi, des fois. J'aurais aimé des fois. Ouais. Moi, j'aimerais aussi parfois extérioriser. Ah ouais?
Ouais, on regrette. Des fois, on dit des choses qu'on regrette quand même. Ouais, non, faut garder la forme, mais la cocotte minute, elle est pas saine. Elle est pas saine. Sur le long terme, tu le payes, je pense, la cocotte minute. Ouais. Mais oui, moi, j'ai toujours été très soft dans mes réponses et surtout pour des gens qui, je sais, m'aiment énormément, je peux pas me permettre de m'énerver. Ça aurait été plus dur si t'avais été tout seul, puisque dans l'occurrence, vous étiez 3. Ça a été une force d'être à 3. Ah, c'est clair. J'ai un énorme respect pour les gens qui entreprennent seuls. C'est souvent le cas des sportifs, dans des sports individuels. Ouais. Ils ont un staff et tout, mais ils sont quand même seuls sur le ring. Donc, non, nous, on était 3. Bien sûr, ça crée de la complexité, parce que c'est pas une monarchie, le truc. Quand t'es 3, c'est souvent beaucoup d'énergie de se mettre d'accord. Mais on a fixé des règles dès le début sur la prise de décision, la façon de prendre des décisions à 3 qui font que c'était beaucoup plus une force qu'une faiblesse. Et les prises de décision étaient extrêmement rodées sur la méthodologie pour que on se retrouve pas face à des conflits ou des murs quand il faut avancer, quoi. Donc à 3, vous êtes protégé de tous ces messages un peu troublants qui peuvent mettre le doute, voire même des fois des railleries. Donc à 3, on est plus fort. Vous mettez des règles pour que ce soit bien clarifié entre vous. Et c'était quoi le rêve ou l'envie absolue, le désir absolu? Le rêve, alors il y a beaucoup d'entrepreneurs qui, à ce moment-là, te pipotent. Voilà, je le sais. Et te disent, parce que si là, je devais pipoter, je te dirais, moi, mon rêve, c'était de permettre à d'autres entrepreneurs de développer leur activité sur un... Tu me dis ça, en plus, avec ce raccordistant de... Ah, mais ça me rend fou, c'est manque d'authenticité de beaucoup d'entrepreneurs qui ont en fait une vision d'entreprise et qui confondent cette vision qui est saine avec leur moteur personnel. Donc, si je te parle de la vision de l'entreprise, effectivement, la vision de l'entreprise, c'est d'aider des entrepreneurs, des professionnels à vivre de leur passion grâce à leur visibilité en ligne. Ça, c'est la vision. Mais moi, mon moteur, c'est de m'éclater avec des potes, d'être content d'aller au boulot, de gagner de l'argent pour pouvoir, en tant que moyen, pour m'offrir des choses incroyables, des voyages, de la liberté, etc. Et je pense que j'ai du mal à... Donc certaines choses ont été atteintes, d'autres pas du tout, clairement. M'éclater avec des potes au quotidien, ça c'est atteint, acquis, c'est dépassé. Avoir de la liberté dans le quotidien, ça franchement j'en ai moins, je pense, que des salariés qui quand ils rentrent chez eux sont peinards, etc. Je pense que la liberté, en fait, on a toujours des donneurs d'ordre. Là, ce sont mes clients, concrètement, ce sont mes collaborateurs même, avec qui je dois rendre des comptes, etc. Donc, il y a quand même beaucoup de contraintes, mais c'est hyper excitant et c'est des contraintes que j'ai choisies. Donc, ce que je dis, c'est que la liberté, c'est choisir ses contraintes, c'est pas ne pas en avoir. Et l'argent, on n'y est pas encore, clairement. Si on regarde sur les 10 ans, je pense que j'ai gagné moins que mes collègues qui... Même aujourd'hui alors aujourd'hui, non. Mais si tu regardes... Si tu lisses la moyenne de 10 ans, d'accord. Regarde sur 10 ans, je pense que j'ai encore du retard. Mais le retard, si on regarde l'année, je pense qu'il est rattrapé. Voilà. Mais donc voilà, c'est Ok. Et tu peux aujourd'hui commencer à accéder à ces rêves tant prisés de pouvoir voyager, entre guillemets, ou de vivre des moments exceptionnels, comme tu as dit, des moments incroyables. Oui. Mais ce qui est assez intéressant, c'est que ce rêve qui était celui-ci il y a 10 ans, il a beaucoup évolué. Aujourd'hui, j'ai pas envie de partir. Avant, j'avais envie de partir avec mes amis, faire un tour du monde. Aujourd'hui, j'ai une famille, c'est pas du tout ça, mon rêve. Tu vois, aller à Center Park avec mes 2 enfants et ma femme, j'en suis ravi pendant une semaine, alors que t'es dans une bulle, et j'en suis ravi. Voilà, donc mes rêves ont évolué. Là tu me parles sincèrement. Ouais, je te parle sincèrement. Non, parce que si je t'avais dit il y a 10 ans, Alexandre, tu ne le sais pas encore, mais ton rêve, ça va être d'aller à Center Park avec 2 enfants et ta femme. Là bien sûr, mais ça évolue. Ça évolue. Mais ce qui est sûr, c'est que bien sûr... Ce podcast n'est pas sponsorisé par la fameuse marque dont on vient de parler. Mais oui, ces rêves évoluent. Et je suis sûr que dans 10 ans, j'aurai d'autres rêves. Ouais.
C'est intéressant aussi de se dire que ça, en 10 années, bah, on change évidemment. Et forcément, tu parlais de pivot d'entrepreneur, de pivot d'entreprise, mais c'est aussi de pivot d'homme, tout simplement, quoi. Ouais. Non, c'est sûr. C'est quoi ton plus grand pivot d'homme? Mon plus grand pivot d'homme... D'être humain. Ouais. Il y en a eu beaucoup, je pense. Mais il y a un pivot qui est assez récent et qui m'a transformé. C'est... je suis passé d'une bienveillance extrême vis-à-vis des gens, de mes collaborateurs, de mes coéquipiers, à une franchise extrême. Toujours avec gentillesse, etc. Mais avant, il m'arrivait de manquer de transparence pour ne pas blesser les gens, ne pas dire les choses. Et dans le management, ça se ressent. On était une boîte bisounours, mais bisounours dans le mauvais sens, c'est-à-dire trop de gentillesse. Et grâce à quelques personnes, quelques rencontres, j'ai totalement changé là-dessus et je me suis rendu compte que la vraie bienveillance, c'est pas ça. La vraie bienveillance, c'est le feedback. C'est dire des choses dures, parfois. C'est être transparent sur ce qu'on ressent, toujours avec la bonne forme, mais que j'étais finalement pas si gentil que ça avant. Ouais, et donc, ça a fait totalement évoluer ma façon de manager. Ça change la culture de l'entreprise. Et moi, ma cocotte minute redescend en pression, puisque j'intériorise beaucoup moins les choses. Et je pense que c'est bien pour moi et bien pour les destinataires. Voilà. Ça, c'est un pivot interne qui était parti d'une croyance que la bienveillance extrême était ce qu'il fallait. La gentillesse extrême venait vraiment de jamais dire des choses dures aux gens. Et je suis totalement revenu de ça et ça a changé ma vie de famille, mes relations personnelles et mes relations professionnelles, amicales, vers quelque chose de plus mature. Tu as eu ce changement de regard ou d'attitude intérieure. C'est un changement qui s'est opéré de l'intérieur à force de tester, de te rendre compte et de processer. Ou est-ce que tu as eu de l'extérieur un événement ou une rencontre des personnes qui t'ont emmené justement à cette nouvelle croyance? Ah, c'est clairement des rencontres. Moi, je suis pas, je sais pas comment font ceux qui se développent seuls de l'intérieur. Moi, je suis pas de ce type-là, malheureusement. Bouquiné? Ouais, mais moi, ça me marque pas, ça. Ça mûrit la chose, ça alimente, mais moi, j'ai besoin de quelqu'un qui me rentre dedans. Ah bah, tu vois, t'avais besoin de quelqu'un qui te disait, là, t'en avais besoin, mais toi, tu vois. Désolé, cette phrase. D'accord. Non, en plus, je l'ai pas entendu comme ça. Mais en fait, toi, t'attendais d'autres choses qu'on applique sur toi, alors que toi, finalement, tu voulais du moins la transparence et du feedback pour te faire progresser, mais toi, tu t'avais pas cette certaine transmission avec les autres, quoi. Voilà. Et tu vois, donc si je te dis les 3 personnes qui m'ont fait évoluer là-dessus, il y a un ami qui s'appelle Stéphane Moriou, qui est le spécialiste du feedback. Conférencier. Son truc, c'est le feedback. Ouais, avec son super pull. Voilà, et ben il m'a mis une claque. Il t'a mis une claque quand t'as fait participer à sa conférence ou? Non, en tant qu'ami, enfin on se connaissait d'avant. Et donc il m'a partagé ses convictions. Et après, effectivement, je l'ai fait intervenir chez Simple et Beau pour faire une conférence et ça a mûri. La deuxième personne qui m'a fait changer, c'est ma famille. Où effectivement je me suis rendu compte qu'on pourrait avoir des relations beaucoup plus saines en se disant les choses très clairement, très franchement, quitte à blesser un peu, mais au moins c'est de bonnes bases. Et j'ai un associé également qui s'appelle Sébastien, qui est l'opposé de moi sur ce sujet et qui m'a fait grandir sur ce sujet. Mais famille? Famille, oui, c'est clairement ma femme qui n'a pas sa langue dans sa poche et qui... Mais un truc que je comprends pas, c'est juste pour explorer un peu ce sujet-là. Stéphane, effectivement, c'est une rencontre un peu plus récente, quoique ça fait combien de temps que tu le connais? Oh, ça fait 5 ans. 5 ans? Marie, ça fait un certain nombre d'années. Sébastien, ça fait un certain nombre d'années. Donc, qu'est-ce qui fait que ça n'a pas opéré depuis le début, finalement? C'est que quand les enjeux grandissent, tu vois, en famille, t'as des enfants, machin. L'enjeu, avant, c'était OK, parce que... Mais quand tu as des enfants, l'enjeu, il est décuplé. Parce que le conflit, tu peux pas l'avoir face à tes enfants.
parce que tu veux montrer l'exemple, etc. Et en fait, c'est ce grand changement, je pense, qui augmente l'exigence qu'on a l'un envers l'autre. C'est aussi les tensions qui sont décuplées, parce que tu es crevé, etc. Et donc, c'est ce qui était tolérable avant n'est plus à ce moment-là. Et pareil, mon associé, c'est la croissance de l'entreprise. Ouais. Tu peux être copain avec tout le monde quand tu es 15. Par contre, quand tu es 80-90, qu'il y a du management intermédiaire, alors, ça devient compliqué. On reste un peu là-dessus. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est super intéressant ce que tu dis. Finalement, tu savais qu'il fallait être plus d'une certaine façon, changer un petit peu ton mindset, ton mode opératoire, mais ça passait quand même. Et puis à un moment donné, ça passe plus parce que le contexte grossit, parce que les enjeux grossissent, parce qu'il y a aussi plus de monde, etc. Donc en fait, je rejoins un petit peu la notion du sport d'excellence. C'est plus tu montes dans l'excellence et dans la performance et les résultats, plus à un moment donné, effectivement, tu dois affûter un peu plus ton mindset et te faire un peu, je sais pas, tu réagis par rapport à mes propos, tu te fais un peu violence pour te dire maintenant, il faut vraiment que je change. Il est temps que je change et je prends la maturité pour ça. Donc c'est un process qui est plutôt long finalement, ce que tu dis. Oui, c'est long, mais je pense qu'il y a quand même des événements déclencheurs. C'est-à-dire que à un moment, tu as quand même un choc émotionnel, quelque chose qui fait que ok, je sais que j'ai compris, c'est plus ça qu'il faut faire. Tu nous en parles? Si tu veux, ouais, moi, typiquement, je pense typiquement à... Je peux te parler de l'entreprise, mais mon choc émotionnel, c'est quand je me suis rendu compte qu'on était peut-être 50, il y a 2 ans, et je me suis rendu compte que mes coéquipiers m'ont fait comprendre qu'ils pensaient que je manquais de transparence. Parce que justement, j'étais gentil avec tout le monde. Et du coup, moi qui voulais être aimé, forcément, ça m'a beaucoup touché. Et c'est là où je me suis dit, ok, j'ai un problème de feedback, de transparence, du côté cash qu'il leur faut, en fait. Et moi, ça m'a beaucoup touché. Parce que je me suis finalement senti à ce moment-là un peu rejeté de la famille que j'avais l'impression d'avoir créée. Et je me suis dit, ok. Et donc, on est allé faire avec mes associés une formation un peu sur ces thèmes, c'est process communication, enfin, il y en a plein comme ça. Disque, process call. Voilà. Et c'est là où je me suis rendu compte que j'étais empathique, hyper empathique à ce moment-là, et qu'il fallait que... Et que c'était pas forcément ce qui était correspondait à un rôle de dirigeant, qu'il fallait manager par les valeurs, manager par les convictions, manager par le feedback. Et tu penses que ce choc, que tu nous dis avec beaucoup de recul aujourd'hui, je pense que ça a été plus violent que ça pour ton intérieur, parce que tu as dû, j'imagine, te faire très violence par rapport à ceux qui connaissent ces processus de process-com, etc. Mais l'empathique qui a envie d'être aimé d'un seul coup, comment tu as fait toi pour accepter cette idée-là, prendre l'ascenseur, sans prendre dans la technique, mais c'est quoi ta technique aujourd'hui pour relativiser, prendre la distance, de dire tiens, les gens m'aiment quand même, je crois, j'ai le sentiment, l'intuition que les gens m'aiment quand même si mon attitude n'est plus la même. C'est quoi ce changement? Et ça, je m'adresse à tous ceux qui se posent cette question d'ailleurs, parce que tu parlais tout à l'heure, aider à renoncer, les gens à renoncer pour être dans l'action, pour se lancer, ok. Mais là, ce que tu nous dis, c'est que c'est pas si simple que ça, des fois, et ça va contre notre nature. Et comment tu as fait toi pour changer ta nature? Si tant est qu'elle est changée, ou c'est quoi tes nouvelles stratégies là? Le feedback de mes pairs. C'est-à-dire que vraiment, j'ai trouvé, si tu veux, les gens qui allaient m'aider à grandir, et je leur ai dit, dites-moi quand je faillis. Dites-moi quand vous pensez que... je leur ai dit clairement, j'ai un objectif, c'est d'aller dans cette direction. Vous m'observez tous les jours, dites-moi quand je fais quelque chose qui ne va pas dans cette direction, je compte sur vous. Donc, allez chercher du feedback proactivement, et je me suis fait coacher. Voilà. Et te faire coacher. Et me faire coacher. Donc, j'ai eu un coach. Si tu as envie de le nommer, tu peux. Hein. Ouais, il fait Philippe, je me souviens même plus de son nom. Philippe. Voilà. Et en quoi ça t'a aidé, ce feedback de tes associés, peut-être de ta femme, et puis de ton coach, en quoi ça te transforme justement? Déjà, le fait de demander du feedback et de prendre un coach, c'est quelque part t'imposer de prendre du temps pour résoudre le problème.
Ouais. Un peu la première étape. Mais quand tu as un coach, bah, en fait, t'as pas le choix. Tous les mois, tu as 2 heures dans une salle pour réfléchir au problème. Et je crois que c'était d'ailleurs l'un des grands bénéfices, sans vouloir minimiser son impact, mais ça, la résolution commence là. Ouais. Et après, oui, ce sont des gens en qui j'ai beaucoup de confiance et beaucoup d'estime. Et donc, ça va me toucher émotionnellement ce qu'ils me disent. Et je suis convaincu que c'est par l'émotion qu'on peut faire des changements. Ouais. Voilà, je voulais pas te guider là-dessus, mais quelque part un petit peu, moi, ma conviction, c'est que pour qu'il y ait du changement, ça passe par des émotions. Mais c'est pas toujours facile d'aller à la rencontre de ces émotions, surtout quand les émotions ne les maîtrisent pas. Tu disais tout à l'heure, des fois, j'aimerais bien pouvoir m'emporter pour laisser jaillir la flamme qui envoie, mais c'est pas mon mindset. Mindset, c'est pas ma culture, c'est pas mon éducation. Je retire mon mindset. Donc je sais que j'aimerais, mais je peux pas, tu vois. Et inversement, on pourrait reprocher à quelqu'un d'être toujours à partir dans tous les sens. On peut vous imaginer un coach, un entraîneur, je sais pas de quel qui s'enflamme tout le temps pour un non. Calme-toi un peu parce que c'est un peu trop d'émotions et ton énergie, ça neutralise peut-être même l'action. Des fois, l'émotion va amener une bonne action, mais parfois aussi, elle peut complètement altérer l'action, avoir une action complètement qui n'est pas du tout coordonnée parce qu'il y a trop d'émotions. Alors cette émotion-là, comment tu as réussi justement à les identifier, à les accueillir, à les embrasser un peu plus d'ailleurs? J'aimerais bien que si tu veux bien, nous révéler un peu ça. Ouais, bah écoute, les émotions, en fait, initialement, moi, j'aimais pas du tout les émotions parce que je voyais ça comme un peu comme de la faiblesse d'exprimer ces émotions. Je voyais les gens qui se surexcitent, qui s'énervent, etc. Et en réalité, je le pense toujours un peu. C'est-à-dire que des émotions exprimées trop importantes, pour moi, c'est pas, ça me correspond pas. En tout cas, j'ai envie de dire plutôt ça me correspond pas. Mais grâce à ce coach notamment, j'ai trouvé d'autres façons de les exprimer. Donc ça va être par exemple, si une situation m'énerve dans ma boîte, moi je vais jamais m'énerver. Par contre, je vais trancher. Voilà. Je vais dire, je pensais avant que quand une situation me plaisait pas dans ma boîte, il fallait que je sois gentil parce que la seule alternative, c'était de s'énerver. Et en fait, non. Il y a une troisième alternative, c'est de rester très gentil, très calme, mais de trancher. Et de dire, bon, bah, les gars, c'est acté, on n'est pas d'accord. Je prends ma casquette de PDG et je vous dis, on va faire comme ça. Fin de discussion. Point. Et ça, c'est quelque chose que j'aurais été incapable de faire il y a 10 ans. Et et j'ai encore du chemin d'ailleurs, hein. J'ai encore beaucoup de chemin pour le faire beaucoup plus. Mais c'est quelque chose en fait qui me soulage et qui soulage les autres, bien sûr, en plus. Et ça, j'en avais pas conscience. Est-ce que, pour faire juste un petit transfert là-dessus, par rapport à un sportif qui justement mène sa carrière en équipe ou à son staff, quelque part, des fois, on peut avoir tendance à imaginer que les décisions, j'ai mon staff, il se démerde, et puis moi, je suis concentré, je suis focus sur mon projet personnel. J'ai mis un staff qui doit me conduire vers l'excellence, vers la médaille, vers la qualif ou que sais-je, ou vers l'optimisation du poids parce que je suis pas sur le bon poids dans une catégorie, dans un sport de combat par exemple. Bref, et ce que tu nous enseignes là, c'est quelque part aussi, c'est toi qui es au cœur du projet. Patron, c'est même pas la question, c'est peut-être la prise de décision à prendre. Donc, d'avoir la croyance que d'être gentil et que les gens prennent leurs propres décisions, ce serait pas une bonne chose. Et d'un autre côté, de s'énerver, dire tout le temps, voilà, c'est comme ça, c'est pas autrement, je sais pas, que sais-je. En tout cas, ce qui est au cœur de tout ça, c'est une prise de décision, qu'elle soit bonne ou pas bonne, il faut en prendre de toute façon. Il faut en prendre, il faut les communiquer de la bonne façon. Et les communiquer de la bonne façon. C'est-à-dire, typiquement, je pense qu'il manquait une phrase là dans ce que j'ai dit tout à l'heure. Quand je dis je tranche, fin de discussion, il manque la phrase je vous demande de me faire confiance. Voilà. Parce qu'en fait, il faut pas rompre le lien émotionnel et donc il faut avec nos orders là, faut trancher, faites-moi confiance. En préservant la confiance. Et je pense aussi que il faut trancher sur son périmètre. C'est-à-dire que si demain mon directeur technique, bien que je sois son N+1, que je sois son patron, me dise j'aimerais bien qu'il soit à l'aise à l'idée de me dire sur un sujet technique,
Alex, on parle ici d'un sujet technique, c'est mon périmètre, je tranche, fin de discussion, fais-moi confiance. Je suis très à l'aise à l'idée qu'il me dise ça, si on a acté au préalable que c'était son périmètre et que c'était lui qui devait décider en cas de conflit. Et c'est ça dont je te parlais tout à l'heure avec mes associés, c'est qu'on a déterminé la façon de prendre des décisions en déterminant des périmètres. Périmètres sur lesquels chacun est décisionnaire final en cas de conflit. Voilà. Et c'est ça pour moi la clé d'une bonne collaboration, quel que soit le projet, c'est qu'on acte au début qu'il y a des périmètres, qu'on se les répartit, qu'on essaye de trouver des compromis, mais que si on n'y arrive pas, on sait d'ores et déjà qui est décisionnaire sur ce périmètre, et c'est de sa responsabilité de trancher avec finesse, mais de trancher de façon forte. Voilà. Et cette façon de fonctionner, pour moi, me correspond parfaitement. Ouais. 10 années d'évolution, de pivot, comme tu as pu dire, des prises de position aujourd'hui, d'ailleurs aussi, j'imagine, avec des levées de fonds, avec des family office, peut-être, tu vas me corriger, tu as fait tes LBO, tout ça. Bon, je n'emploie pas les termes que je maîtrise à peine, hein, mais c'est juste pour être dans le jargon des entrepreneurs qui font des levées, comme ça, de trésorerie, etc. Moi, je suis un grand frileux par rapport à ces sujets-là, parce que moyen d'argent dans le business, mieux je me porte, et plus on a, plus on est content, comme tu disais tout à l'heure, plus on fait ses rêves. Mais moi, je trouve que ça alourdit le bagage derrière soi et ça met plus de pression, tu vois. Donc, je suis pas trop dans le trip de faire des levées de fonds, d'aller chercher de la trésorerie, etc. Mais est-ce que tu as eu différents... Là, je voudrais quand même éclairer un petit peu, tu vois, les sportifs aussi, même les entrepreneurs qui, comment on dit, from scratch. Je démarre de rien, j'ai une idée, hop, allez, qu'est-ce que c'est from scratch? On démarre de rien, on a l'idée, on crée une entreprise à zéro. On rachète pas, on reprend pas. Et toi, tu as fait from scratch avec tes trois associés. Il y a eu différentes étapes, on va dire ça comme ça. C'est quoi ces différentes étapes pour les comprendre, en fait, quelqu'un qui se dit putain, moi je suis dans le sport, je sais, on me dit souvent je suis un entrepreneur, je suis un créateur, j'ai du potentiel là-dedans, mais j'y connais rien. Alors, on va pas rentrer dans la technique, hein, puisqu'on n'est pas, pour l'instant, on n'est plus sur le mindset, mais en gros, quels sont pas les conseils, mais les étapes que tu nous partagerais comme ça, avec 10 ans de recul? Est-ce qu'il y a 1, 2, 3, A, B, C? C'est quoi les grandes étapes pour toi? Alors, donc déjà, je partage, en intro, je partage moi ta conviction. Ouais. Il faut... en fait, ça dépend des business, mais dans la majorité des business, je suis d'avis de lever le minimum d'argent. Ouais. Voilà. Mais il y a des business où tu n'as pas le choix. Parce que toi, tu n'avais pas le choix. Nous, on a levé très peu d'argent comparé à d'autres. Et on en a levé dans des très bonnes conditions. Donc, je suis plutôt dans le camp, entre guillemets, de ceux qui essayent de lever le minimum, même si on en a levé quelques millions. Mais il y a certains business qui, en anglais encore, s'appellent les business first player takes all, où en fait, au bout du bout, tu n'as qu'un leader possible. Par exemple, sur le marché d'Airbnb ou autre, il peut pas y avoir plusieurs acteurs ou de la livraison. C'est très compliqué qu'il y ait plusieurs acteurs. Et donc, il faut que tu sois le premier. Et donc, il faut que tu lèves de l'argent parce que si t'es pas le premier, t'es mort. Ouais. Voilà, bon, ça, c'était un... Mais en termes d'étapes, moi, je pense que la première étape, c'est la recherche de mentors. Ça n'a rien à voir avec le capital, mais c'est quelque chose que j'ai personnellement fait dès le début et que je continue à faire d'ailleurs. C'est de constituer un petit groupe de 4 à 6 mentors qui ont 3-4 années d'avance sur ce que tu veux faire. Pas 15, pas 20, c'est trop loin. Pas 1, c'est pas assez, mais 4-5 années d'avance sur toi et qui, gracieusement, sont prêts à, quelque part, déjeuner avec toi de temps en temps. Comme tu étais quelqu'un de gentil, ils disaient oui. Et bah en fait, et d'ailleurs, pour moi, j'ai écrit un article sur le sujet pour ceux que ça intéresse, que j'ai beaucoup travaillé, qui s'appelle comment rencontrer une personne inspirante par mois. Ouais. On le retrouve où? Sur Google, tu tapes comment rencontrer une personne inspirante t'as fait un bon lancement par mois, Alexandre Bonetti, et là tu vas trouver l'article. Et effectivement, j'ai, au fur et à mesure qu'on s'est développé, fait évoluer ce petit groupe de 4 à 6 personnes pour toujours déjeuner à peu près toutes les semaines avec des gens qui acceptaient de me partager leurs conseils. Pourquoi t'appelles ça une baleine? Parce que, oui, c'est vrai que j'appelle ça des baleines dans l'article, parce que ce sont des gros poissons.
et qu'il faut savoir les attraper sans les blesser. Et c'était une façon de dire que c'est des gros poissons, quoi. Ouais. Donc, la Tu te mets constitution... dans leur sillon, quoi. En fait, derrière, toc, aspiration. Donc, première étape, constitution d'un réseau de mentors. Ouais. Deuxième étape, pour moi, c'est aller chercher l'argent non dilutif. Donc, c'est-à-dire sans donner du capital de ta boîte. Donc, ça va être de la dette, par exemple. Ça va être auprès de tes clients ou de tes futurs clients. Ça peut être auprès de proches. Donc ça, c'est un parti pris. Parce qu'il y en a qui peuvent être très stressés à cette idée. Mais quand tu es jeune, je pense que c'est pertinent de s'endetter au maximum. Tu as toute la vie pour rembourser sur des montants raisonnables. Il ne s'agit pas de se mettre en danger disproportionné, mais quand tu as 30 ans, que tu sais que tu peux trouver du boulot, t'endetter de 50 000 euros, pour moi, c'est très raisonnable. Il te reste 40 ans pour rembourser. D'accord, sachant que les personnes qui te prêtent, ou il y a parfois peut-être pas de taux d'intérêt d'ailleurs. Non, ou c'est le taux légal, quoi. Faut que ce soit il y a un taux, sinon c'est illégal. Mais tu ne donnais pas de participation dans ton entreprise à ces personnes qui apportent de l'argent. Non. Okay. Tu veux garder le capital pour toi et tes associés. Maximum. En fait, l'argent, tu peux le rembourser. Le capital, une fois que c'est donné, c'est à la main de l'autre de te le rendre. Donc moi, tout ce qui peut... pour moi, le capital, c'est vraiment la chose la plus précieuse. Donc, il faut le mettre en dernier recours. Et une fois que tu as fait tout le non dilutif, bah effectivement, tu es obligé de faire du dilutif s'il te faut encore plus d'argent, c'est-à-dire vendre une partie de ta boîte contre de l'argent, concrètement. Et là, il y a plusieurs types d'investisseurs, mais je pense qu'il faut au début aller chercher des investisseurs plutôt particuliers ou entrepreneurs plutôt que des fonds d'investissement, parce que les fonds d'investissement imposent des clauses dans les pactes d'actionnaires qui sont extrêmement contraignants. En termes de rentabilité, de stratégie, de choix d'investissement. Et puis, il y a deux clauses classiques des fonds d'investissement. Pour moi, c'est les deux clauses qui font qu'on n'en a pas au capital. La première, c'est une clause de liquidité. C'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans 6 à 8 ans, il faut leur rendre l'argent. Quoi qu'il arrive. Parce qu'ils ont besoin de liquidité. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils te mettent dans ton contrat que si dans 6 à 8 ans, tu leur as pas rendu l'argent, eh ben, ils sont en mesure de vendre ta boîte, même s'ils n'ont que 5%. Ils ont la main pour mettre en vente ta boîte. Ça, c'est une clause... Même en étant minoritaire. Exactement. C'est une clause... En fait, tu es obligé de leur donner de la liquidité, de leur donner rembourser l'argent. Donc ça, c'est la première clause qui, moi, me posait extrêmement problème et que les individuels, les entrepreneurs qui mettent dans ta boîte n'imposent pas parce qu'ils ont une vision beaucoup plus long terme. Ça, c'est la première clause pour moi, tue l'amour. Et la deuxième clause, tue l'amour, c'est ce qu'on appelle la liquidation préférentielle. Donc, il faut savoir que quand une start-up, par exemple, lève 10 millions, donc elle se valorise 100 millions, disons, mais qu'elle lève 10 millions, donc elle a 10 millions qui arrivent dans les caisses, si elle a cette clause, ça veut dire quoi? Donc le fonds a 10%, mais qu'est-ce qu'elle veut dire cette clause? C'est que si jamais ça se passe pas aussi bien que prévu, et que l'entreprise, finalement, elle se développe, mais pas si bien que ça, et qu'elle a revendu 10 millions. Elle a revendu 10 millions quand même. Hein. Le fonds, il a que 10%. Le fondateur, il a 90%. Qui va récupérer les 10 millions? Eh bien, 100% de ces 10 millions vont aller au fonds d'investissement, bien qu'il n'ait que 10% du capital. Pourquoi? Parce qu'ils ont cette clause de liquidation préférentielle qui dit que je veux un traitement préférentiel, je veux récupérer mon argent avant que toi, tu touches le moindre euro. Et parfois, c'est même avec des multiples. Parfois, c'est je veux toucher au moins 2 fois ma mise, et seulement après, si le prix de vente est supérieur de ta boîte, tu pourras toucher de l'argent. Donc, je n'ai beau qu'avoir que 10%, je prends 100% du prix de vente jusqu'à gagner suffisamment d'argent. Donc, tous les entrepreneurs qui lèvent des millions, en fait, ils se mettent dans un schéma où ils n'ont pas d'autre choix que de faire un truc énorme qui va cartonner. Et dans l'immense majorité des cas que moi, je connais, ces clauses s'appliquent
Et du coup, en fait, il se retrouve avec pas grand-chose à la fin. Faut pas la revendre, la Donc, il y a plein d'articles dans toutes les... Ou alors, il faut que ça... En fait, c'est un grand pari. Quand tu fais ça, il faut que tu sois très confiant sur le fait que ta boîte va vraiment cartonner. Si c'est le cas, tout le monde est content. Par contre, si ça, pour une raison X ou Y, c'est pas aussi gros que ce que tu... Donc, c'est pour ça qu'ils n'ont pas peur, les fonds, de mettre de l'argent, de toute façon. Ils sont un traitement de préférence à l'avant. Sur ce deuxième point là dont tu nous parles, école d'ingénieur, on rappelle, bon, après, tu as fait le SCP, si je dis pas de bêtises. Et donc, mais ce genre de choses, tu l'as pris sur le tas, tu l'as pris avec un avocat ou quand tu as fait tes signatures. Sur le tas. Ouais. Comment tu t'es éveillé? Qui t'a éveillé là-dessus? Parce que, bon, à un moment donné, tu as la tentation d'aller chercher des fonds, très bien, ou c'est un besoin, c'est une nécessité. Qui t'éveille là-dessus ou comment tu t'ouvres à ces sujets-là? Je te dis, c'est mon déjeuner avec des baleines très régulièrement, parce que ça, c'est ni dans les articles. Ça nous ramène au point 1. Mais bien sûr. Et ça, pour moi, c'est la clé. Les fameux mentors, les gens que je rencontre régulièrement, qui te parlent des choses concrètes. L'envers du décor. Tu remercies qui sur ces 2 points-là, d'ailleurs? Je remercie David Bitton, qui est maintenant, d'ailleurs, au sein d'un fonds d'investissement, qui a été un de nos mentors sur les sujets stratégiques et sur les sujets techniques. Parce que c'est bien d'avoir des mentors sur un peu tous les sujets. On a un mentor technique qui s'appelle Nicolas, qui nous a permis d'éviter des grosses erreurs techniques. Ouais. Voilà. Ok. 3e point. Et ensuite, étape, du moins. Ouais, et ensuite, troisième étape, c'est en gros aller chercher la rentabilité. C'est ma conviction, en tout cas, le plus vite possible. C'est un peu le nerf de la guerre, quand même. Pour ne pas dépendre de levée de fonds. Donc, tu es allé chercher des mentors, tu es allé chercher de l'argent auprès de personnes individuelles, donc tu n'as pas trop les grosses contraintes d'un fonds. Et pour moi, selon mon schéma d'entreprise, c'est que ma pensée, il faut ensuite aller chercher la rentabilité tout de suite. C'est pas que la tienne, c'est celle de toi, plus quelques personnes quand même qui t'ont mentorisé. On dit comme ça? Mentoré, c'est plus joli. Qui t'es mentor en tout cas, donc t'es pas seul, plus tes associés aussi. Et ça dépend des projets, ça dépend de l'entrepreneur, de quelle voie il veut prendre. Je dis pas que c'est la meilleure voie. Et après, tu vas chercher la rentabilité auprès de tes clients pour rester indépendant. Ça, c'est ma vision de l'entrepreneuriat aujourd'hui. Donc le client est au cœur de ton réacteur qui amène la profit à la rentabilité. C'est quoi ton indicateur qui chaque mois fait ton obsession depuis ces 10 dernières années? Alors, ça a peut-être évolué, mais sur ce critère-là, quel a été ton KPI, ton indicateur de perf le plus... C'est en fait cash is king, comme on dit. C'est t'avais combien d'argent sur ton compte au début du mois, t'en as combien à la fin? Tu regardes ta trésor. Ouais, tous les mois. Le cash... Le cash is king. C'est pas ta direction financière qui gère ça, les comptables dans cette... Mais il me faut un beau récap tous les mois et détaillé pour savoir où on en est, parce que si tu suis pas ça, tu peux plus payer les salaires potentiellement. Et ça arrivait à plus d'un entrepreneur qui avait d'autres KPIs, KPIs prioritaires. Il faut choisir un. C'est forcément celui-là en fait. Parce que c'est le seul qui te permet de payer tes salaires à la fin. Et j'imagine qu'il y a un 4e, un 5e, mais sur ces 3 points-là, déjà, on a un bon triptyque. Au cours de ces 10 dernières années, c'est quoi ton plus gros stress par rapport à cette notion de cash? Tu viens de dire de payer mes salariés, vous êtes 70 aujourd'hui? Ouais, ça 80, 90. Ouais. Allez, peut-être au 100. C'est quoi ton plus gros stress? Mon plus gros stress, c'est, je pense, lié justement à des levées de fonds. Où on a voulu faire une belle levée de fonds à un moment et les investisseurs se sont retirés au dernier moment parce qu'il y a eu un événement géopolitique une petite guerre pas loin. Et du coup tout s'est gelé. Sauf que j'avais trop misé sur cet argent qui allait arriver avec des décisions stratégiques qui allaient dans ce sens. Et tu avais déjà activé? Non, on était à la limite. Heureusement, j'attendais quand même le dernier moment pour signer certaines choses. Mais c'était un gros stress parce qu'il faut soit rechercher d'autres investisseurs, mais c'est très compliqué, soit changer de stratégie. Et donc, c'est ce qu'on a fait. On s'est dit, OK, l'ambiance là, c'est plus de lever des millions et des millions. L'ambiance, c'est la rentabilité. Eh bien, allons faire de la rentabilité. Là, toute l'équipe mobilisée là-dessus. Toute l'équipe mobilisée. Fait que ça rejoint la notion de transparence, c'est-à-dire qu'ils savent ces enjeux aussi, toute ton équipe. Toute l'équipe, tous les mois,
connaît l'évolution du cash, connaît l'évolution de la stratégie. C'est pas un risque, ça? Non, parce que le risque, c'est donc le risque, c'est les gossips. En fait, ouais. Le risque, c'est les non-dits. Ouais. Il faut maîtriser la communication, sinon quelqu'un d'autre le fera. Et donc, nous, on a choisi la transparence totale. Et c'est assez impressionnant comment les équipes se mobilisent quand on est transparent. Et ils ont des parts au capital, pas de salariés? Très peu. D'accord. Alors, t'as mis quand même un beau. Il y a des raisons, oui, il y a de façon historique. On l'avait fait au tout début. Mais comme je te l'ai dit, le capital, pour moi, c'est quelque chose d'extrêmement précieux et très long-termiste. Du coup, je préfère que ça reste aux associés et qu'on paye les gens à leur juste valeur. Parce que tu as beaucoup de boîtes qui donnent du capital et qui, en échange, disent bah, ok, je te donne du capital, du coup, tu es sous-payé. Ouais. Bah non, nous, on ne peut pas la jouer comme ça. On dit écoute, on te paye à ta juste valeur en fonction de tes efforts, de tes résultats. Si la boîte se grandit, bah, il y aura plus d'opportunités. Donc, tu y gagneras. Mais je te fais pas de promesses sur le capital. Je sais pas combien on vendra Simple et Beau. Je veux pas prendre de risques là-dessus. Ouais. Je le prends moi, mais je le donne pas aux autres, le risque. Elle est impliquée dans le projet, même si elle n'est pas actionnaire, mais suffisamment reconnue au quotidien sur leur salaire pour pouvoir être reconnue à leur juste valeur, leur juste travail, et une transparence sur le projet, mais pas que aussi sur les liquidités. Donc, ce qui fait qu'ils comprennent qu'à un moment donné, il faut accélérer, il faut se remettre en question, s'adapter. T'as pas eu une décision difficile à un certain moment, justement, dire il va falloir qu'on se sépare de personnes parce qu'on peut pas payer? Bah en fait, on a à chaque fois très bien anticipé. Ce qui est bien quand tu as un bon pilotage financier, c'est que tu peux voir loin. Ouais. Donc, on voit à 6-12 mois de façon assez précise. Donc, si tu sens que à 6-12 mois, ça sent pas bon, tu peux prendre des décisions 6 à 12 mois à l'avance et c'est quasi indolore. Ça peut être ne pas remplacer des départs. Si par contre, tu attends d'être à cash 0 pour réagir, bah là, il faut faire des plans de licenciement. Mais c'est à ce moment-là... font beaucoup de startups. Mais et ce moment-là où il y a la crise, la guerre qui démarre, et là, vous avez votre fonds qui dit stop. Comment tu as réussi à trouver très vite de la liquidité, ou du moins de rentrer du chiffre? En fait, on avait un matelas. Mais moi, je suis en stress quand le matelas... Il y a toujours de la sécurité, quand même. Donc, non, on était quand même large comparé à d'autres boîtes. Mais on a quand même baissé nos salaires de 40%, ceux des fondateurs, je veux dire. D'accord. Ah, c'est vous qui avez pris... En fait, nous, on est un peu la marge d'ajustement. D'accord. C'est-à-dire que quand ça va bien, s'augmenter. Quand ça va pas bien, on assume la responsabilité pour que ce soit $1. Tu as fait évoluer les statuts de ta boîte pendant ces 10 années, ou c'est toujours les mêmes statuts, SARL, Statut SAS, toujours les mêmes. SAS. Ouais, ça n'a pas évolué. D'accord, il n'y a pas eu de nécessité de changer les statuts de l'entreprise par rapport à cette croissance. Vous étiez à l'époque, est-ce que tu dis toujours vous êtes une start-up? Pour moi, la start-up, c'est une entreprise qui est dans une dynamique de croissance forte. C'est très subjectif. Mais je dirais que c'est une entreprise qui est dans le top 3% en termes de croissance, c'est-à-dire qui fait plus de 20% de croissance. Voilà. On est plus sur des 5 ans, enfin doubler le chiffre tous les ans. Non, il n'y a pas de ratio qui disent juste... Il n'y a pas de règle. Ouais, pas de règle. Ça, c'est ma définition. C'est un mindset aussi, c'est un état d'esprit. C'est ça. Donc moi, je pense que oui, on est une start-up, mais pour moi, c'est pas mieux qu'une PME bien rentable. Je trouve qu'on a trop fait l'éloge des startups, notamment dans la presse. Alors qu'on a beaucoup à apprendre des PME familiales très rentables et qui survivent à tous les chocs technologiques et qui a un gros manque d'humilité dans ce monde de start-up. Et il faut juste en avoir conscience. Ouais. T'as pas changé... C'est la petite phrase, t'as changé, Alexandre, je te reconnais pas. Les trucs qu'il a fait des fois, qui prend la grosse tête et tout, qu'est-ce qui fait que selon toi, avec toute humilité, qu'est-ce qui fait que selon toi, t'as pas changé, en fait? Ou que tu t'es préservé d'un moment donné, putain, ça marche trop bien, je maîtrise tout, je suis trop fort. Enfin, avec mes potes de départ, on est fort, franchement, on sort sur la vague, on est indestructible. Alors, déjà, j'ai pas changé mes relations, mes amis, tout ça. Donc, je me dis quelque part, ça veut peut-être dire que j'ai pas trop changé. Et d'autre part, non, je crois que l'humilité est de mise.
Parce que plus tu grandis, plus tu te rends compte qu'il y a des gens qui font 15 fois plus que toi. Et qu'on peut faire du coup 15 fois mieux. C'est surtout ça. Donc j'ai pas l'impression. Je pense que j'ai mûri en termes de personnalité. Donc oui, j'ai changé en fait. À la question, c'est est-ce que oui, j'ai changé. J'ai changé. Je pense que tu as changé plus sur tes compétences ou sur ton mindset, ou les deux? Beaucoup plus le mindset. Ouais. Et je pense que c'est peut-être le plus important. Et ben ça fait la transition avec l'étape 2 que je voulais aborder avec toi, parce qu'en fait ceux qui écoutent Champion de ma vie, comme me rappelait très justement Sarah d'ailleurs, les entrepreneurs, les chefs d'entreprise, les managers, ce qu'ils aiment, c'est écouter des sportifs de haut niveau, parce que justement comprendre ce mindset, tu vois, dans les vestiaires, comment ça se passe, que ce soit dans un sport individuel, sport collectif, la préparation, et puis même la gestion du stress, le pendant, quand c'est la guerre, entre guillemets, quoi, quand c'est pour ce rugby, hein. Moi, dans mon sport, la guerre, pas trop, quoi. Mais voilà, et puis un sportif, lui, qu'est-ce qu'il aime entendre peut-être aussi ton discours à toi, parce que je savais pas comment ça fonctionne l'entreprise, c'est quoi le backstage de l'entreprise, c'est quoi ces trucs là, ces KPI dont il parle, de quoi on parle, c'est bien, tu les as vachement vulgarisés, et je te remercie pour ça, parce que comprendre que le cash, voilà, c'est quoi du cash? On sait, hein, tout ce que c'est que du cash, c'est l'argent qu'on a sur notre compte. Donc si l'entreprise, ça se résume entre guillemets qu'à ça, c'est pas si simple, c'est pas si compliqué que ça. Bien sûr, c'est beaucoup plus compliqué que ça n'y paraît, mais comme tu l'as dit, bien entouré avec des bonnes personnes, et puis avec l'argent pour se rassurer, bien gérer. Globalement, une entreprise, ça se gère. Rappelons au passage que t'étais pas, t'es un ingénieur, voilà, de métier. On a bien compris. Qu'est-ce que tu vas chercher, toi, chez le sportif de haut niveau, chez l'athlète? Parce que parmi les personnes qui t'ont accompagné, qui t'ont mentoré, ou dont tu t'es inspiré, je sais que tu as ce mindset du sportif. Qu'est-ce que tu recherches, toi, dans le sport? Ce que je vais chercher personnellement quand je vais faire du sport ou... Les deux. Alors, il y a deux angles. Toi, déjà, quand t'en fais, parce qu'effectivement, tu es un super sportif, en tout cas, mais surtout aussi, pourquoi tu aimes le monde du sport, quoi, et les sportifs, qu'est-ce que tu as cherché dans cet univers-là, en tant que pratiquant, mais aussi par rapport à ce mindset qui n'est pas forcément le tien dans l'absolu? La première chose qui me vient, c'est vraiment ce que je disais en intro, c'est le côté je fais peu de choses, je le fais très bien, je le répète et je veux devenir le meilleur. Voilà. Et ça, en fait, ce parallèle entre le sport et l'entreprise, je le répète beaucoup dans ma boîte. Par exemple, sur des postes où le travail peut sembler parfois répétitif. Tu vois, par exemple, commercial. Commercial, en fait, tu contactes quelqu'un, tu te présentes, ça pourrait sembler répétitif. Mais en fait, pour être un super commercial, il faut être comme un sportif de haut niveau. Il faut avoir le meilleur coach possible et il faut répéter. Et aller chercher la perfection. Qui t'allait chercher pour justement t'as un cerveau qui est comme il est il y a 10 ans, il y a même 15 ans, il y a 20 ans. Et tu l'as dit toi-même, t'aimes bien la diversité, t'aimes bien quelqu'un de curieux, d'assez actif, qui peut s'ennuyer, je traduis, hein, qui peut potentiellement s'ennuyer un petit peu s'il fait toujours la même chose. Donc là, j'entends ta partie cérébrale, bien faite, qui raconte ça. Mais j'entends pas le mec Alexandre d'il y a 10 ans, quoi. En fait, comment t'as fait? Comment t'as allé cette conviction la renforcer? Qui t'allais chercher? Quel sport? Tu vois, j'aurais vraiment connaître ça, parce que j'entends pas l'Alexandre là aujourd'hui d'il y a 10 ans, je suis certain, quand tu dis ça. En fait, quand tu regardes les meilleurs sportifs sur leur secteur. Qui t'inspire? Récemment, parlons des choses récentes. Tu vois, Stephen Curry, là. Qui te met des paniers de n'importe où, là. Tu vois, il nous a éclaté en finale, là. Et tu te rends compte quand tu lis un peu sur lui que... T'as bouquiné? Que le gars, en fait, ce n'est pas un génie, c'est un bosseur. Travail. Voilà. C'est un bosseur qui a pris un axe, le shoot, et qui l'a bossé comme un dingue. Et le fait de le bosser comme un dingue, il s'est rendu compte qu'en fait, c'était pas répétitif parce que c'était très complexe comme sujet, le shoot. Les gens qui trouvent les choses répétitives, c'est qu'ils voient pas la complexité, la profondeur du sujet. Et quelque chose qui peut... Voilà. Et quand on te dit, en fait, ça fait 10 ans qu'il fait 5 heures de shoot depuis n'importe où dans le terrain, le mec moyen, il te dira, oh là là, c'est hyper chiant, c'est hyper répétitif, etc.
Non, Sauf tu que parles lui- de cette référence, je vais te laisser continuer là-dessus, mais juste pour faire un peu la double ref, en fait, pour enfoncer un peu plus le clou, c'est Charles Cahudi, un podcast assez récent sur le champion de ma vie, Charles, quand même le capitaine de l'Asvel, hein, donc l'homme de son surnom d'ailleurs, dans ça, tout est dit. Et dans ses refs, il a le même, hein, Curis, il dit c'est cette répétition, le shoot parfait qui arrive, et c'est pas divin, hein, c'est juste de la répétition. Ah ouais, et surtout, c'est que lui ne trouve pas ça répétitif parce il voit une telle complexité dans le sujet, il voit des paramètres que le gars lambda, il se dit, ouais, bah, il shoot, quoi. Non, lui, il a décomposé le truc. T'as le mindset avant, la position du pied gauche, la position du... En fait, c'est un sujet de vie, limite, qui est hyper profond, hyper complexe, et donc il ne s'ennuie pas du tout. Il mesure, il fait des stats, il se filme, il machin. Et donc, en fait, pour moi, c'est ça qui est intéressant, et que tu peux faire le parallèle, avec l'entreprise, c'est comment, moi, cette culture, j'ai envie de la propager dans ma boîte. Que le commercial... Quelle culture? La culture de la répétition. mon truc qui me semble répétitif en tant que commercial. Ouais. Comment, en fait, je peux avoir une autre vue sur ce sujet en le considérant que c'est un sujet hyper profond, hyper complexe. Alors, et que le fait que la répétition, en fait, fait que en fait, je vais aller en profondeur. Je vais challenger le manager en face de moi pour le coup, parce que tu sais, tiens, le dîner de con, on se fout un peu de la gueule de l'expert, tu vois, où le mec qui va te raconter dans tout le moins de détails son geste parfait et tout. Dîner de con, quoi. Attends, et puis t'as la ref, hein, donc c'est bon, quoi. Vas-y, je vais t'inviter, tu vois, on va tous se marrer, se foutre des ta gueule, parce que l'expert qui nous parle pendant 3 heures de son expertise, on s'en bat les steaks, mais j'exagère. Le manager, comment toi tu fais en tant que manager pour t'intéresser à la personne qui est en face de toi, ton sales, qui te raconte un truc, c'est pas super sexy pour toi, quoi. Enfin, c'est pas ton truc, pas ton trip. Comment toi, le manager, t'as cette attention pour pouvoir être sincère dans ta démarche? Alors, en fait, le truc, c'est que moi, je vais pas aller dans la profondeur. C'est le manager commercial, dont c'est aussi la passion, qui va aller en profondeur. C'est par la délégation. Ouais, on délègue. C'est-à-dire qu'il faut trouver Et là, on vient au deuxième point, d'ailleurs, que je voulais aborder, c'est s'entourer. Parce que, effectivement, moi, ce qui me plaît, c'est d'avoir 15 métiers en même temps. Donc, par essence, comme tu le dis, je peux pas aller au fond d'un sujet, parce que ce qui me plaît, c'est d'avoir 15 métiers en même temps. Donc, il faut que je trouve des généraux sur chacun des sujets qui, eux, vont creuser ces sujets à fond. Voilà. Moi, je vais rester en hauteur, entre guillemets. J'aime pas trop le terme hauteur parce que ça y a une notion de hiérarchie. Ouais, hiérarchie, ouais. Je vais rester en retrait, on va dire plutôt. Et oui, c'est la délégation. C'est savoir s'entourer. Donc, quand tu recrutes, un des premiers critères dans les personnes qui vont t'entourer toi, c'est leur niveau d'attention à leur propre équipe, leur propre staff, leur capacité à être vraiment sincère dans l'écoute, le regard et attention sur les gestes du quotidien. Oui, ça, c'est nos valeurs. Ça fait partie de nos valeurs. Ça fait partie des valeurs, effectivement. Et je pense que les valeurs, tu peux que les vérifier sur le terrain. Donc, en fait, c'est pour ça qu'il y a les périodes d'essai aussi. C'est que pour voir si ça match, il faut essayer. Ouais. Voilà. C'est quoi la plus grande attention, humainement parlant, parce que tu parles de valeurs, dans les personnes que tu recrutes, s'il y avait une seule chose qui est sur laquelle tu es hyper attentif, c'est quoi? Ou tu négocies pas, tu vois, le truc là, tu renonces pas pour le coup. Alors, je radote, hein. C'est la capacité à prendre en compte du feedback. Je te donne un exemple. J'ai fait passer un entretien récemment à quelqu'un pour un poste et je lui ai fait un cas pratique. Donc, je lui ai dit, écoute, là, on se met dans une situation de vente. Je suis, je dis n'importe quoi, avocat, je te fais cette demande, tu as 2 minutes pour te préparer, c'est parti. On fait la simulation. Je lui fais un beau feedback. Et ensuite, qu'est-ce que je lui dis? Elle s'y attendait pas. Je lui dis, écoute, je te donne 5 minutes pour réfléchir. On va refaire exactement le même exercice. Et ce sur quoi je vais t'évaluer, c'est la différence entre ton premier cas pratique et le deuxième. Je m'en fous. Si tu passes de 1 à 5, ce sera mieux que quelqu'un qui passe de 6 à 6. Ouais, sûr. Donc, c'est la coachabilité de la personne qui est pour moi le premier truc que tu checkes, plus que le niveau absolu
T'étais déjà attentif à ça ou vraiment Stéphane, il t'a martelé le truc à fond? Non, j'étais déjà sensible. Déjà, ouais, sur cette J'étais déjà sensible. la coopération, la collaboration, ce qui fait qu'ensemble, on va vraiment cranter, mettre plus d'étoiles parce que c'est pas toi, t'as un super niveau, mais grâce à moi, on va monter encore en level et vice-versa d'ailleurs. Grâce à toi, je vais aussi monter en niveau. C'est ça. Et en fait, si quelqu'un est coachable, en fait, tu vérifies plein de valeurs. Tu vérifies son humilité. Ouais. Parce que s'il prend pas ce que tu lui dis, ça veut dire il considère que il est meilleur que toi et que ce que tu dis c'est n'importe quoi. Donc, il est pas humble. Tu vérifies son sérieux. Parce que quand tu fais le feedback à quelqu'un, tu vois la différence. Tu as ceux qui notent. Ouais. Qui disent, ok, super. Et tu as le gars qui est les jambes croisées qui s'en fout. Tu vérifies aussi sa capacité à grandir. Donc en fait, via cet exercice, tu vérifies ses valeurs, je pense, et sa capacité à grandir. Et c'est finalement ce qu'on cherche quand on recrute, c'est des valeurs et une capacité à grandir. Donc l'entretien, c'est pas juste t'as une personne en face de toi, une grille, des croix, tac, 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 et à la fin tu fais la somme des croix et tu vois si c'est dans la... Il y a un peu de ça dans ma tête. Ouais. Mais pour évaluer la qualité de l'évolution, tu vois, entre le cas pratique 1 et le cas pratique 2, faut que tu aies une grille quand même d'évaluation. Mais je juge pas la personne. Je juge sa capacité à grandir en 1 heure. Ensemble. Intéressant. Tu vois pas la personne figée, en tout cas une situation de bilan, tu vois, voilà, montrez-moi qui vous êtes à l'instant T, bah, il y a le CV. Non, c'est la capacité de la personne de pouvoir évoluer, de pas ce côté dynamique en fait. C'est ça. Et sur ce cas pratique, t'as un gars, il était à 7 sur 10, tu vois, sur le cas. Sauf qu'au deuxième, il était resté à 7 sur 10. C'est bon. Bah, c'est mauvais. Tandis que celle qui a commencé à 1, c'est cata. Cata. Sauf que je lui ai fait 20 minutes de feedback et le deuxième, elle était à 6. T'es en train de dire que les filles sont plus à l'écoute, plus à... J'ai dit 7 personnes. Ah, c'est... Mais ce qui me choque pas en outre. En l'occurrence, c'était une femme. Mais j'ai cautionné le recrutement de la personne. J'ai l'intuition, on fait pas dans les cases, mais quand même que les femmes ont cette aptitude à pouvoir plus écouter et à s'adapter par rapport à un gars. C'est très péjoratif ce que je dis, mais peut-être que ça choquera moins dans ce sens-là. S'il disait un truc un peu on très misogyne, mais là peut-être que du coup je fais l'apogée et c'est complètement absurde ce que je suis en train de dire. Mais pour autant, c'est peut-être ma femme aussi qui m'écoute, qui écoute beaucoup plus que moi, je l'écoute les gens et qui se remet beaucoup plus en question que moi. Mais t'as un avis là-dessus, t'en as pas, t'es pas obligé d'en avoir. Je pense que ce qui est sûr, c'est que, et c'est prouvé, c'est-à-dire que c'est pas une opinion. La science le dit. La recherche. Les femmes ont tendance à postuler à un poste si elles remplissent tous les critères qui sont sur l'annonce, parce qu'elles veulent être à la hauteur. À l'inverse, les hommes peuvent se sentir à l'aise de postuler s'ils respectent la moitié, quoi, en gros. Et ça, je n'ai plus la référence de l'étude, mais c'est factuel. Et donc, c'est quelque part une différence en termes de peut-être d'estime ou de confiance en soi vis-à-vis de la démarche, ce qui est très regrettable, très regrettable, et qu'il faut qu'on change collectivement. Mais oui, ça a de l'implication, parce qu'elles ne tentent pas leur chance là où elles devraient. Alors qu'en fait... Et à l'inverse, les gars, on a des candidatures, le mec... Dans un petit parallèle dans le sport, souvent on voit qu'il y a peut-être moins de femmes, fut un temps, qui s'inscrivaient ou qui s'alignaient sur des épreuves qui pourraient paraître compliquées, complexes, difficiles à tout point de vue, technique, endurance ou autre, et finalement, même si elles sont moins nombreuses sur la ligne de départ, mais les abandons sont plus nombreux du côté masculin que du côté féminin, parce qu'elles ont aussi... alors quand elles osent y aller, non seulement, c'est comme tu dis, il faudrait qu'elles osent plus, donc y compris dans le corporate, venez, parce que même si vous avez les sentiments de ne pas remplir toutes les cases, déjà c'est peut-être un manque de confiance, je suis totalement d'accord avec ça, donc il n'y a rien de rationnel là-dedans, c'est juste comme ça, c'est diffus. Donc venez, évidemment, et en plus de ça, vous avez plus d'aptitude, d'adaptation, et encore plus sur l'endurance. Ça, c'est les données aussi, en recherche, dans le sport d'endurance, où les femmes sont plus résilientes
résistante que l'homme. Voilà, Ok. qui est le sexe fort, qui est le sexe faible, j'en sais rien. Mais en tout cas, sur ces études-là, la femme montre qu'elle a encore beaucoup de choses à apprendre à l'homme avec un petit H. Mais bon, ça, fin de la parenthèse, c'est des études qui le disent. Après, vous avez le droit de réagir, de mettre votre commentaire, etc. Ouais, je suis pas d'accord et tout. Ou si justement, j'ai envie de postuler chez Simple et Beau parce que justement, j'ai peut-être ma place, j'ai été passé à côté d'une super opportunité, j'ai pas osé y aller. D'ailleurs, ça, j'observe souvent, hein, j'ose pas parce que, et point barre, et puis 3 mois après, je regrette. Enfin, je regrette. Ça rumine. C'est Non, mais dommage. il faut oser. Ah, on revient à ce sujet qui t'anime. On revient au sujet qui m'anime. Apprendre à oser. C'est, je pense, la clé de beaucoup de choses. Se créer un réseau de mentors, là, Ouais. Faut oser. Oser demander. Faut oser les contacter, faut oser demander. Mhm. Faire ses premières ventes, il faut oser appeler des inconnus pour leur proposer un service, etc., etc., etc. Apprendre à oser, c'est la clé. Oui, ça s'apprend. Ça s'apprend par C'est l'exemple. C'est pas inné de... Non, je pense qu'il y a quelques personnes, peut-être... Ouais. Mais moi, je crois pas trop à l'inné. On n'a pas de levier dessus, donc finalement, ça a peu d'intérêt, je trouve, l'inné. Mais je pense que il faut s'entourer de gens qui osent pour être à l'aise à l'idée d'oser. Si toi, oui, ça s'apprend déjà d'une, mais pour le meilleur apprentissage, comme tu le... Et j'aime beaucoup ta façon de dire, je vais radoter, oui, parce que c'est la répétition, comme tu nous l'enseignes, la répétition, c'est ce qui mène à la simplicité et qui amène à l'excellence, etc. Donc ça s'apprend d'oser, et ça s'apprend d'autant plus si on s'entoure de personnes qui le font, qui ont cette attitude ou cette aptitude. Exactement. Et oser, ça veut pas dire prendre des risques. Ouais. Ça peut être très réfléchi, ça peut être très préparé. Justement, par rapport à ça, tu parlais de curer pour l'aspect faire des choses simples, mais répétées et subtiles pour le coup qui deviennent juste magiques, quoi. Pour les autres, quand tu vois ça, alors que lui, c'est juste normal, allez, ch'touk. Pour la partie après, oser, ça s'apprend. Pareil, tu as quelques personnes à quelles tu penses, en sport ou pas sport d'ailleurs, mais toi qui vas chercher beaucoup de références autour de toi, peut-être quelqu'un dans ton environnement proche ou quelqu'un, non, plutôt qui est un bouquin ou autre. En fait, effectivement, je grenouille avec beaucoup d'entrepreneurs, notamment dans un club, dans 2 clubs d'entrepreneurs. Ouais. Il y a l'APM, où ce sont plus des dirigeants de PME, et le club Bootstrap, où là, ce sont plus des start-upers. Et c'est ma façon de m'entourer, en fait, de gens qui osent. Et qui ont cet état d'esprit. Et ça, c'est une stimulation continue d'être avec des gens comme ça. Tu as à la fois ces rendez-vous one-to-one avec des personnes déj, un peu en moment, un peu off, un peu sympa, un peu informel, et tu as quelque chose d'un peu plus formalisé avec des rendez-vous pour toi avec ces personnes en club APM. Ouais. Ça fait combien de temps maintenant là? Ça fait 5 ans, je crois. 5 ans. Ouais, je me rappelle de cette période-là. Et Bootstrap aussi, c'est à peu près... Non, un petit peu plus, non? Un peu moins. Un peu moins, c'était après, d'accord. Il y avait un certain Mathieu Stéphanie à l'époque. Bootstrap. Il y a toujours. D'accord. Donc, Bootstrap, il y a qui, à part Mathieu Stéphanie, tu donnais les profils, mais en termes de personnalité, de branding, tu as des personnes qui ont fait un bon petit chemin sympathique qu'on pourrait mettre en lumière? Moi, il y a... À part toi. Moi, je suis un petit là-dedans. Il y a quelques personnes qui m'inspirent. Il y a Gilles Sadguet qui a créé Lucas, qui est une solution RH, qui a le mérite de ne pas avoir sa langue dans la poche et du coup qui fait grandir les autres. Lucas, c'est LU? LU de CA. De CA. T'as Cyril Segers, que j'aime beaucoup, qui a créé Skilleos, le Netflix de la formation. D'accord. T'as Mathieu Stéphanie. Bien sûr. Alexandre Dana, non? Aussi, tu parlais de... Non, parce que comme je parlais de là, d'accord. Comment? Skilleos. Voilà, c'est une plateforme de formation. Ok. Enfin, en vrai, t'as 120 entrepreneurs dedans. Qu'est-ce que ça t'a apporté? Tu le disais, le point de départ, c'était oser, et puis finalement, ça s'apprend, et s'entourer de personnes qui ont osé et qui ont des histoires à raconter, des idées à partager.
Qu'est-ce que ça t'apporte, toi, Bootstrap? Ouais, bah écoute, des amis, déjà. Des amis. C'est pas qu'il m'en manque, mais la réalité, c'est que tu as tellement de points communs avec d'autres entrepreneurs que tu as l'impression, quand tu les rencontres, que ça fait longtemps qu'on se connaît, qu'on a un peu... tu es avec, quelque part, des gens avec qui tu as beaucoup de points communs. Et pour autant, il y a énormément de diversité dans les convictions, dans les business models, dans le type d'entreprise, etc. Mais tu as un tronc commun qui est, à un moment, on s'est opposé à la normalité d'être salarié et on s'est lancé. Et ce point commun... S'opposer à la normalité d'être salarié. Voilà. Et on a ce point commun qui nous soude et qui crée quelque part une présomption de confiance mutuelle. Tu pars sur le bon pied parce que tu as ce point commun. Et c'est bien sûr ce type de club un prétexte pour faire ces rencontres, être stimulé par leurs idées et avoir des gens qui osent te dire ce qu'ils pensent de toi. Parce qu'en réalité... Parler vrai. Parce qu'en réalité, au quotidien, tes collaborateurs, bah, en fait, il y a un lien de subordination, donc ça va être compliqué pour eux de te dire vraiment ce qu'ils pensent. Tes associés, bon, il t'a confiance, mais bon, on se connaît tellement bien, on s'aime tellement que qu'il y a une estime qui fait que parfois on manque de lucidité. Ta famille, ils comprennent pas forcément ce que tu fais d'un point de vue entrepreneurial, c'est pas leur domaine. Par contre, d'autres entrepreneurs que tu vois une fois par mois, qui sont cash et qui vont te mettre face à tes contradictions et que t'impressionnent pas du tout, parce qu'ils ont une boîte comme toi, qui est peut-être plus grosse d'ailleurs, et bah ça fait du bien. Voilà. Donc c'est des petites claques comme ça dans la tête. D'accord. Parler vrai, des petites claques, des petits retournements de situation. Des débats. Et de l'entraide. Parce que l'entrepreneur est assez solitaire sur certains sujets. Je sais pas, la question du télétravail. Tu discutes avec... c'est pas mal, tu vois, d'avoir un groupe comme ça, avec 100 dirigeants, pour pouvoir discuter de ce qui est bien pour l'entreprise. Est-ce qu'il faut faire du télétravail? Est-ce qu'il faut pas? C'est quoi la politique de télétravail? Comment tu la communiques? On partage, on est plusieurs cerveaux à réfléchir au même sujet en même temps, donc on s'enrichit. Du cerveau collectif, ça permet de... La vérité à la croisée des regards. Donc, on multiplie les regards pour essayer de trouver les bonnes solutions qui nous correspondent à chacun. Ok, un peu en mode CJD, mais là, on est vraiment sur le modèle un peu plus start-up. Enfin, aller à la base, mais finalement, ça se rejoint pas mal, quoi. CJD, Bootstrap, non, tu vois une différence entre les deux? Effectivement, tu as CJD, de ce que je comprends, c'est plutôt pour des entrepreneurs individuels ou des petites boîtes. Voilà. Ensuite, tu as Club Bootstrap. Il faut au moins faire quelques millions d'euros de chiffre d'affaires, au moins avoir 10 salariés. Donc, ça va être des boîtes qui sont plutôt en forte croissance et avec des enjeux de management. Et APM, pour moi, c'est... les vieux d'envie. Non, il n'y a pas d'enjeu de... C'est pas des boîtes qui vont faire 30% de croissance par an. Ah, c'est les clichés. Les CJD, c'est les jeunes, Bootstrap font la caisse. Et puis, vos grosses ambitions, et APM, c'est les grosses boîtes un peu endormies. Ce sont les gens expérimentés. Merci. Ils ont beaucoup de choses à nous apprendre. Et je pense que c'est à l'APM que j'apprends le plus de choses. Ah, t'es gentil. Ouais, c'est vrai en plus. Je crois que je suis le plus jeune de mon... Oui, non, mais je me rappelle, moi, quand tu avais tout juste 30 ans, et on se disait, nous, les APM, et autant, on commence à être un petit peu old school, quoi. On faudrait rajeunir, rafraîchir, et puis on trouvait que c'était pas très sexy, en fait. Et toi, tu m'as dit, non, je trouve carrément bien l'expérience. Qu'est-ce que ça t'a apporté, d'ailleurs, toi, par rapport à... T'es un peu le satellite, t'es un peu le jeune, t'arrives là-dedans. Tu vas te saluer quelques personnes comme tu as fait pour Bootstrap, j'imagine, parce que tu as aussi quelques personnes qui t'ont inspiré, j'imagine. J'en connais au moins un. Qu'est-ce que ça t'a apporté de plus? Ça m'a apporté de la lucidité, parce qu'en fait, c'est les personnes de l'APM, ils ont vécu 10 fois ce que je suis en train de vivre parfois. Quand je leur ai dit que j'allais avoir un litige avec un client pour telle et telle raison, bah là, tu as des gars avec toi qui l'ont déjà eu 15 fois ce litige. Ils ont des convictions, ils ont la force de l'expérience, quoi.
Ça, c'est quelque chose que je trouve pas dans les autres clubs, Ouais. en fait. Et des amis, bien sûr, toujours pareil. Mais c'est la chose, moi, que je vais chercher principalement. C'est leur point de vue. Tiens, on fait un truc vite fait là, je l'improvise, un exercice, c'est entre APM et Bootstrap. Tu peux me répondre l'un ou l'autre. Qu'est-ce qui t'apporte le plus d'énergie? Bootstrap. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de bienveillance? APM. Qu'est-ce qui t'apporte le plus de claque? Sur la joue gauche, Bootstrap, sur la joue droite, APM. Là, c'est vraiment kiff. Kiff. Bonne réponse. Qu'est-ce qui te met le plus en joie quand tu travailles le matin, quand tu sais que tu as un rendez-vous? APM ou Bootstrap? Plus en joie. APM. Qu'est-ce qui à la fin de la journée t'as le plus lessivé? Bootstrap. Etc. etc. Lessivé dans le bon sens. Ouais, bien sûr, oui. Excité même. Ouais. Nuit blanche. Après les événements Bootstrap, c'est nuit blanche. Ah, vous faites la terre. D'excitation. Non, Ah, dans mon lit, c'est vraiment les yeux au plafond, tu te dis, mais attends, ça c'est tombé, ça faut le faire. Ah ouais, le cerveau, en fait, ça a de la stimulation, mais extrême. Tu vois d'autres surexcités là qui font plein de trucs géniaux. Tu ressors avec une frustration et une excitation. Qui t'a le plus, là je veux parler d'APM, c'est celui qui t'a peut-être le plus apporté de sérénité par rapport à ton métier, par rapport à ton métier, ton ambition. Celui qui t'a apporté le plus de sérénité. Et là on parle des experts, hein, parce que chez APM vous avez des experts. Oui, je parle pas de, excuse-moi, de tes amis ou confrères, mais experts. Je saurais pas te dire. T'as pas un qui vient à l'esprit? Alors celui qui t'a le plus tapé dans l'œil là ces dernières années? Ou celle, pardon, hein, c'est celui. Celui, c'est il et elle, évidemment. J'ai beaucoup aimé, en fait, en règle générale, j'aime beaucoup les généraux de l'armée. Parce que c'est à chaque fois, je me dis, mais en fait, c'est pas du tout l'idée que je me faisais de l'armée. L'armée, tu penses que c'est hyper strict, hyper machin, que c'est marche ou crève, etc. Et en fait, ces généraux, ils ont une finesse de gestion de l'humain et une bienveillance extrême, dans le bon sens du terme, feedback, etc., qui vraiment m'inspire. Et avant d'avoir ces généraux qui étaient venus témoigner, j'avais pas du tout cette image de l'armée au sens large. Armée de terre, armée de mer, toute la marine. T'en penses à un particulier? Je suis très mauvais pour les noms. Moi, j'en ai un qui m'avait profondément marqué, ça m'a changé vraiment. Tu parlais de feedback en plus. Patrick Dutertre, commandant à l'époque, maintenant il est général, mais l'armée de l'air, patrouille de France. Non, t'as pas ça? Non, celui-là, j'ai pas. Moi, il y avait. Il y avait un commandant de porte-avions qui m'avait marqué. T'as 1000 personnes sur un truc en métal sur l'eau pendant 8 mois. Comment tu fais pour que ça se passe bien? Alors que tu sais même pas à quelle date tu vas revenir, tu sais pas si tu seras revenu pour Noël. C'est quoi les règles? C'est quoi l'esprit? C'est quoi? Et il y avait une phrase qui m'a marqué, c'est on manage avec les pieds, dans le sens où on manage en marchant sur le porte-avions pour aller voir les gens. Tu manages avec tes pieds, tu vas voir les gens, tu vas leur dire bonjour, tu connais leur vie. Voilà. Et je pense que je dois considérablement m'améliorer là-dessus. Mais c'est le genre de punch phrases qui me parlent et qui sont à l'opposé de ce que je pensais en fait bêtement de l'armée. Donc j'ai énormément d'estime pour ce type d'intervenant et je pense qu'on a beaucoup à en apprendre. Il y a des punch phrases, des punchlines des fois qu'on trouve évidemment à longueur de journée sur les réseaux, sur les Instagram, les machins, les TikTok, ce que vous voulez. Mais bon, ça n'a ni queue ni tête et pas de sens. Mais par contre, quand ça sort comme ça d'un contexte où toi, t'as vécu cette journée, c'était immersif. C'est sûr que cette phrase-là, j'imagine qu'elle résonne pas de la même façon aujourd'hui. Enfin, depuis, en tout cas, moi, tu me dis on manage avec les pieds. Oui, je m'en souviendrai comme ça, quoi. Puis demain, j'aurais oublié. Par contre, toi, c'est marqué à vie, quoi. Moi, ça m'a marqué. Parce que ça corrobore ce que j'ai. Tu vois, je suis allé, par exemple, on a un partenaire qui s'appelle Foussier. C'est une énorme quincaillerie. Ils ont plus de 1000 salariés. Et je suis allé passer une journée avec le big boss. Et tous les matins, le gars, il fait le tour de tout le monde. Il va dire bonjour. Ça lui prend 1h30. Il va serrer des pinces. Il se souvient des prénoms. Et là, tu vois, moi qui pensais avec ma petite boîte de 100 personnes que j'avais plus le temps de le faire, je me suis pris une grosse claque.
Et ça fait partie des choses bien faites chaque jour, qu'on répète avec la même sincérité. Ouais, c'est ça. Et c'est de la conviction. Et il me disait, et je lui disais, mais t'es pas épuisé, hein? Il m'a dit non. Moi, ça me donne de l'énergie de faire ça parce que je suis dans le bon mindset. Là, j'arrive à mon bureau après ça, mais j'ai une responsabilité. Je sais pas si vous entendez l'exemple d'Alex là. Moi, je pense à Jacques Chirac. Je passe spontanément, tu sais, le gars qui tirait des pinces tout le temps et tu sentais que t'es pas fatigué que ça. Non, ça donne de l'énergie. En fait, il faut être dans le bon état d'esprit. Ouais. Et il faut que ça te donne de l'énergie, que ça te responsabilise. Et il y a quelque chose de subtil qui est que tu prends le pouls, en fait. Ouais. C'est très, très inconscient, je pense. Quand on prend le pouls, on sent qu'on a envie en plus. Notre cœur qui bat. C'est clair. Moi, c'est ce genre de choses, moi. C'est ce type de rencontre. Tu vois, typiquement, quand je suis allé passer une journée là-bas, à la base, c'était pas du tout. C'était pour voir leur pratique. Et ben, en fait, c'est le seul truc que j'ai vraiment retenu. Ouais. C'était avant même que la journée commence. Tu vois, il a fait le tour des machins. Il est arrivé dans son bureau plein d'énergie. C'est quand même dingue. Et c'est une émotion, comme tu disais tout à l'heure, qui m'a marqué. Ouais. Ça m'a touché. Ça m'a touché, ça m'a fait prendre conscience de quelque chose que je faisais mal. Et l'équipe a senti un avant après par rapport à ça? Ou ils t'ont fait un feedback à toi en disant, tiens Alex, ce qui s'est passé? Là, franchement, je suis encore, faut que je m'améliore encore là-dessus. Parce qu'effectivement, pendant 2 mois, j'avais cette dynamique. Bon, après, il y a eu le Covid et tout. Ça, c'est plus compliqué. C'est arrêté. Et depuis, j'avoue que j'ai pas remonté. Faut que je m'améliore encore. Ouais, ok. Ça marche. Est-ce que on prend un peu le sport là pour clôturer un peu notre discussion, parce que faire un parallèle peut-être avec champion de ma vie. D'ailleurs, champion de ma vie, ça signifie que toi, quoi pour toi ce nom là? Il y a un podcast qui s'appelle Champion de ma vie, il y a une entreprise, il y a une formation, il y a plein de choses. Mais finalement, au-delà de tout ça, champion de ma vie, ça incarne quelque chose pour toi? Oui, bah champion de ma vie. Moi, j'adore la notion. Ce qui me plaît le plus là, c'est parce que c'est une notion de je le fais pour moi. Et je trouve qu'on est dans un monde où on fait beaucoup les choses pour les autres. Champion, on a l'impression que c'est beaucoup tourné vers le regard des autres. T'es un champion. Et ce que j'aime beaucoup dans cette tournure de phrase, c'est que je suis champion de ma vie. Et c'est très... je me tourne vers moi-même et je veux être heureux de ma vie. Et c'est ce ma qui me parle le plus dans cette tournure. Je trouve hyper important, parce que aussi dans l'entrepreneuriat, c'est pareil. Faut faire les choses pour soi et pas pour le regard des autres. C'est un peu contre-intuitif pour certaines personnes, ça, de s'entendre dire ça. C'est un peu... on nous apprend plutôt à être centré sur les autres. Ouais, bien sûr. Tu l'as dit d'ailleurs, être gentil avec les autres, faire plaisir aux autres, être aimé par les autres. Bien sûr. Et faut pas cracher dessus. Mais le problème, c'est quand ça se fait au détriment de sa propre personne, de sa propre santé mentale, de sa propre santé physique. Et il y a beaucoup d'entrepreneurs, quand tu vas dans ces clubs-là, tu te rends compte que quasiment tout le monde a eu des pépins de santé mentale, etc. C'est ça l'envers du décor. C'est pas ce qu'on voit dans les journaux. Et donc, et je trouve qu'il y a un rééquilibrage qui serait bénéfique pour recalibrer un peu, redéplacer le curseur un peu vers sa propre personne, sa propre santé, que ce soit mentale ou physique, plus que le regard des autres. Donc, ça me paraît, moi, complètement dingue cette histoire-là, en fait, parce que en ce moment, c'est peut-être un sujet d'actualité, tu sais, le CARE, C-A-R-E, prendre soin de soi dans l'entreprise. Moi, ça m'est complètement passé au-dessus de la tête toutes ces années, à 50 ans encore aujourd'hui. C'est un truc qui est un concept pour moi, de voir que les gens souffrent dans leur travail, on se font du mal à la tête. Alors, ça m'est arrivé, évidemment. Mais à ce point-là, de se dire qu'il faut remettre la santé, le bien-être et se remettre soi au cœur de tout, finalement. En fait, t'es pas l'entrepreneur normal. C'est ça. C'est-à-dire que toi, tu as déjà intégré, je pense, des choses que beaucoup d'autres n'ont pas réussi, n'ont pas encore intégré. C'est-à-dire le fait de prendre soin de soi, de son corps, effectivement, de sa santé mentale, prendre du temps de méditation, etc. C'est pas du tout la norme, alors que ça devrait l'être. Et la réalité, c'est que tu as énormément d'entrepreneurs, quand tu te retrouves en cercle restreint de confiance, qui s'ouvrent, et là, tu te rends compte de l'envers du décor. Et il y a la majorité
des entrepreneurs que je connais qui ont des vrais problèmes, que ce soit physiques, des manifestations psychosomatiques de leur stress, qui ont fait des burn-out sans forcément communiquer dessus. Et c'est beaucoup plus commun que ce qu'on pense, et les langues se dénient en ce moment. Et c'est une très bonne chose. Mais c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est cette opposition entre l'image que tu veux donner et ce qui se passe vraiment à l'intérieur. Le gap, l'écart est souvent énorme, en fait. Et donc, effectivement, la santé mentale et la santé physique, c'est un enjeu des prochaines années. Eh ben, puis ce champion de ma vie contribue à ça, parce que oui, un champion de ma vie, c'est être capable de s'écouter tout simplement, savoir un peu ce qu'on a envie de devenir, pas d'être, mais de devenir, parce que c'est dynamique, hein, comme tu nous l'as rappelé, avec un collaborateur tel qu'il est à l'instant T. Ce qui est intéressant, ce qui est passionnant et fascinant même pour l'entrepreneur, c'est de voir l'évolution de son entreprise, mais de ces personnes avec lesquelles on travaille, de soi-même comme tu dis. Fort heureusement, la santé, c'est évolutif et il n'y a rien de figé. D'ailleurs, prochain défi pour toi, sportif? Prochain défi, écoute, j'aimerais faire beaucoup plus de cordes à sauter. Combien à la minute? C'est combien à la semaine? Mais franchement, je trouve ça top. Et en 20 minutes, tu peux vraiment faire un sport de dingue. Et je vois de plus en plus de gars faire de la corde à sauter. Oui, je marchais, courais ce matin sur les quais de Seine, et la seule personne que j'ai vu faire de la corde à sauter, ce n'était pas une femme, c'était un gars qui faisait de la corde à sauter. Ça peut sembler hyper répétitif. Hein. Oui. En fait, non, mais t'as souvent une figure. Non, tu peux faire plein de figures. Tu peux faire des trucs en duo. Alors là, j'ai les clichés en tête, tu vois. Là, mon cerveau, bad brain, là, qui est en train de te voir, toi, et en train de se foutre de toi. C'est horrible. Cyril, mais arrête, corrige. C'est fun, c'est classe, c'est top. Franchement, là, pour le coup, c'est vraiment un sport contre toi-même. C'est un sport contre toi-même. Ouais, et techniquement. Techniquement, t'as des sacrées figures. Hein, tactiquement. Que tu peux faire. Ouais, techniquement. C'est la performance physique, technique, tactique. Ouais, bah là, t'as les trois dedans. Je sais pas s'il y a beaucoup de tactique. Non. Parce qu'il n'y a pas de compétition. Non, mais tu as de la collaboration. Ah. Tu peux faire des choses à plusieurs. Ah. Ouais. Mais je te montrerai. Moi aussi, je suis Laurent DB. Eh ben tiens, finalement, je t'ai rarement sollicité. Si, je t'ai sollicité toi d'ailleurs pour des choses qu'on n'a même pas abordées dans ce podcast, que j'aurais aimé partager, tu vois. Ça s'est pas conduit comme ça. C'est pas grave, c'est notamment le marketing, parce que voilà, tu parlais de bootstrap, quand même dans cet univers, il y a quand même beaucoup de personnes, des profils, comme tu as dit, qui sont dans le digital, le market, et là, il y a beaucoup de choses à aller chercher. Donc, si vous, au travers de cet échange qu'on a pu avoir avec Alexandre Bonetti de son nom de famille, entreprise Simple et Beau, qu'on peut retrouver très bien référencé, j'imagine, entreprise de créateur de site internet. Oui, tout à fait. Mais pas que. Référencement, visibilité. Ok. Donc on aurait pu aborder tous ces sujets-là, parce qu'en fait finalement, une fois qu'on a parlé de mindset, de l'esprit d'entreprise, comment monter une entreprise avec les différentes étapes, etc., après on se pose la question, ça c'est bien beau, mais comment je la mets sur le digital, la trace, que ce soit réseau social, l'affluence après, etc. Et là pour le coup, t'as de belles expertises là-dedans. Moi ce que j'ai apprécié en tout cas, c'est ce côté un peu Thierry Marx chez toi, tu sais, le côté 3 étapes, 1, 2, 3, c'est carré, et c'est entre guillemets formaté, mais au moins à chaque problématique, une solution. Et souvent, moi, ce que je reconnais comme étant une grande qualité chez toi et chez ce profil de personnes, comme Fabien hier, avec Fabien Gillot aussi, chaque problème, en fait, chaque événement, 1, 2, 3, boum, j'applique, ça marche. Moi, en fait, c'est à chaque fois, chaque problématique, chaque événement, je recette tout, je recrée tout, et ça prend un jus incroyable. Donc, j'aimerais bien pouvoir avoir des fois, tu vois, ce côté toujours répétitif, mais voilà, c'est contre-intuitif. Mais en tout cas, merci pour ce que tu nous as partagé, Alex. Est-ce qu'il y avait une dernière chose, là, quelque chose que tu as envie de partager, ce serait quoi à notre audience? Écoute, c'est que le plus gros capital, je disais le capital c'est le plus important, mais le plus gros capital c'est le capital relationnel. Ouais. Et c'est ce qui fait qu'on est là aujourd'hui. Ouais. Et même dans l'entrepreneuriat et dans le sport, je suis convaincu que le capital relationnel, c'est la qualité des liens avec les 20 personnes qu'on voit le plus au monde. Je suis convaincu que c'est ça qui fait la performance du dirigeant. Et sûrement du sportif aussi. Donc, c'est quelque chose qu'il faut chérir, entretenir et investir. C'est ma conviction. Eh bien, merci de l'avoir partagé. Du coup, je chérirai d'autant plus les gens dans mon écosystème et dont tu fais partie. Merci, Alex. Merci.